Et ça change notamment, ça change aux États-Unis. Alors, ça change en Europe de l'Est, on voit ce qui se passe, Russie, Ukraine, mais on va parler des États-Unis parce qu'en ce moment, la tension monte, la fièvre monte à Washington, comme on dit. Et on en parle avec quelqu'un qui connaît la musique, cette musique-là et d'autres, avec Charles Gave, qui est financier, économiste et président de l'Institut des libertés. Alors, on a vu ce qui se passe, Charles Gave, en ce moment, effectivement, avec 3 ou 4 choses, là, très récemment, effectivement, Trump convoqué devant la justice, pratiquement mis en prison, mais non, le juge le relâche, pour une histoire absolument assez abracadabrantesque. On voit ce qui se passe au niveau des tractations de la famille Biden avec, que ce soit la Chine, que ce soit l'Ukraine, les biolabs, on en a parlé avec vous plusieurs fois, le fameux laptop, l'ordinateur de Hunter Biden, etc. Et puis on assiste quand même à quelque chose, justement, vous le dites, Charles Gave, d'inédit dans la Constitution américaine, dans la pratique politique américaine. Et Dieu sait, ce ne sont pas des anges et des bisounours, mais il se passe quelque chose d'inédit. D'inédit. Alors je vais essayer de remonter un petit peu en arrière, parce que d'abord, en 20 minutes, on peut aller qu'à l'essentiel, on ne peut pas se perdre dans les détails. Donc, imaginez, prenez quelqu'un comme moi qui essaye de comprendre ce qui se passe dans le monde. Et la première des conditions, comme pour un journaliste, j'imagine, il faut avoir des sources sûres. Vaut mieux, oui. Des gens qui, quand les problèmes sont très, très compliqués, vous inspirent confiance dans les raisonnements. Et quand ils parlent, vous comprenez ce qu'ils disent. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Ils n'utilisent pas l'argument d'autorité, ils disent pas faites-moi confiance parce que je sais mieux que vous. Non, ils vous expliquent. Et alors, pour comprendre la situation juridique aux États-Unis, moi, depuis des années, je suis un homme qui s'appelle Alan Dershowitz. Alors, très grand avocat. Il était professeur de droit constitutionnel, titulaire de la chaire, professeur émérite à Harvard. Donc, vous voyez, c'est à la Harvard Law School. Donc, on peut pas faire mieux aux États-Unis. Et il avait une caractéristique. C'était un homme de gauche, tout à fait. Il a été dans tous les dossiers contre Nixon. C'est un homme qui doit qui doit avoir mon âge. Et c'est ce que j'appelle un libertarien, c'est-à-dire qu'il pense très profondément que la Constitution américaine a été faite pour protéger les individus contre le Moloch qu'est l'État. Voyez. Donc pour lui, le but essentiel de la Constitution américaine, c'est de protéger la liberté individuelle contre la liberté d'expression, liberté de tout. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'il dit? Alors ce qu'il dit, ce brave Alan Dershowitz, il dit quelque chose de très profond. Il dit qu'il est en train de se passer quelque chose, c'est le 3e point auquel vous faisiez allusion, qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire qu'un homme au pouvoir essaye d'acter le système juridique américain pour empêcher son concurrent de se présenter en montant des dossiers bidons. En l'occurrence, Biden, au pouvoir, en voulant empêcher absolument son rival Trump de se présenter. Et alors, ça s'est passé dès le début de la présidence Trump. Dès 2016. Dès 2016, oui. Puisque à ce moment-là, on a vu le FBI commencer, qui avait déjà commencé avant d'ailleurs, mais acter immédiatement une enquête sur le président des États-Unis, qui est le chef du FBI, en essayant de prouver qu'il était un agent, qu'il était vendu aux Russes. Vous savez, c'était le fameux... La collusion. La collusion avec la Russie. Et ça a duré 2 ans et demi. Or, le rapport qu'a fait Durham, le spécial juridique qui avait été nommé pour faire ça, montre que dès le début, le FBI savait qu'il n'y avait rien dans le dossier. Mais il n'y avait rien. Et c'est ce qu'il dit et il montre. Et le FBI savait depuis le début. Depuis le début. Et ils ont continué. Ils ont monté ça. Ils ont monté ça. Et 2 ans, ils ont embêté Trump avec ça, avec pendant 2 ans et demi, ce qui l'a empêché de gouverner en quelque sorte. Et puis ensuite, il a été empêché une fois sur ce truc-là qui n'avait aucune raison d'être, ensuite une 2e fois sur un autre truc qui n'avait pas de raison d'être, soi-disant des liaisons avec un quiproquo avec l'Ukraine. Donc il dit, il y a eu une activation du ministère de la Justice qui avait été... Une instrumentalisation. Une instrumentalisation du ministère de la Justice pour d'abord empêcher Trump de gouverner. Ensuite, ceux qui avaient monté ces dossiers bidons, c'était les Clinton, sans doute avec l'aval d'Obama, mais enfin...
Et là, il n'y a eu aucune poursuite. Et au contraire, quand Mme Clinton a été prise en ayant détruit 30 000 euros, etc., le patron du FBI a décidé de 30 000 mails. 30 000 mails, oui, pardon. 30 000 mails, a décidé de lui-même de ne pas poursuivre, que c'était pas si grave que ça. Alors que sans ça, on en va déjà en prison sans aucun problème. Donc, vous avez un département de la justice qui, depuis 6 ans, n'a qu'une idée, c'est d'éliminer Trump. Bon, ça, c'est le premier point que fait Dershowitz. Et la dernière, c'est de dire qu'il doit être mis en prison parce qu'il a gardé des documents officiels. Oui, c'est ça qu'ils disent. Il a conservé des documents officiels. Or, il y a quelque chose qui s'appelle le President's Act. C'est dans ses privilèges. C'est dans ses privilèges. Et ensuite, c'est du domaine civil. Ça ne peut pas amener à des pertes de prison. Des prisons. Pénales, oui. Pénales. Mais alors, ce qu'ils disent, c'est que du coup, ils ont été chercher une loi qui date de 1917, fait en temps de guerre par Wilson, qui était un très mauvais président, d'ailleurs, pour permettre de mettre en tôle des citoyens qui n'avaient rien fait sur de simples suspicions. En fait, Charles Gave, ce que vous dites, c'est empêcher absolument par tous les moyens Trump de se présenter. Le but, c'est le seul. Ils ont tous une peur bleue de Trump, parce qu'évidemment, on en a souvent parlé ici de l'État profond aussi. Il s'est fait avoir pendant les 4 premières années, il n'avait rien pu faire, enfin, ou assez peu, parce qu'il a été bloqué partout. Mais il est évident que s'il est élu une deuxième fois, son mandat, ce sera de nettoyer les écuries d'Augias. Bon. Donc, effectivement, l'empêcher à tout prix. L'empêcher à tout prix. Mais quand vous dites que c'est inédit, en quoi... Enfin, non, il y a eu des manœuvres comme ça dans le passé, mais c'est la première fois dans l'histoire qu'un président des États-Unis instrumentalise le ministère de la Justice pour essayer de couler le candidat adverse. D'accord. Ouais. Et il y a d'autres problèmes, c'est qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire des États-Unis des présidents des États-Unis, même s'ils avaient fait des malversations ou des trucs, qui ont été inculpés une fois qu'ils étaient sortis du pouvoir. Ah oui. On peut les impeach pendant qu'ils ont au pouvoir, mais une fois qu'ils sont sortis, ils deviennent intouchables. Parce que ce dont on a très peur à ce moment-là, c'est qu'on se retrouve comme des régimes en Amérique latine, où vous avez le président sortant, le président rentrant qui met en prison le président sortant. Ça fait partie des traditions, quoi. C'est très latino-américain, ça, ou autre, oui. Oui, donc c'est ouvrir la possibilité à un président américain de mettre en prison le gars qui était le chef du parti opposé, une fois qu'il a quitté le pouvoir, c'est ouvrir une boîte de Pandore que tous les juristes vous disent, il ne faut pas ouvrir. Parce qu'à ce moment-là, si vous mettez un président républicain en prison... Oui, le prochain fera la même chose. Le prochain mettra... évidemment. Oui. Évidemment. Donc, on est en train de rentrer dans une situation juridique où, parallèlement, pendant qu'ils cherchaient des crimes sur Trump, personne ne cherche à faire des enquêtes sur les crimes de la famille Biden, qui sont de plus en plus évidents. Donc vous avez une espèce de monde où le président actuel, on commence à voir toutes les preuves qu'il était corrompu jusqu'à l'os, ce que tout le monde savait à Washington depuis 40 ans, c'est pas nouveau ça, c'est pas une découverte. Est-ce qu'on sait à peu près quoi? Il y a l'Ukraine, il y a la Chine. Il y a l'Ukraine, il y a la Chine, il y a la Roumanie. Je crois qu'il y a la Pologne aussi. Enfin, il y a des tas d'endroits. Il aurait quoi touché par exemple, là, en Ukraine, il y avait Burisma, qui était une grande société pétrolière, et il y avait le ministre de la Justice, le procureur général, qui faisait des enquêtes sur Burisma, qui était le cœur de la corruption ukrainienne, qui était le pays le plus corrompu au monde. Et donc, le président de Burisma a demandé à Biden de l'en débarrasser. Et Biden, c'est celui qui, dans la présidence Obama, était en charge de l'Ukraine. C'était sa responsabilité, qui lui avait été donnée par Obama. Et à ce moment-là, ce qu'a fait Biden, c'est qu'il a fait virer le procureur. Comme quoi, après ça, il a reçu le milliard de dollars dont il avait besoin. Et ensuite, il a fait nommer son fils au bord de Burisma. Et il a touché 10 millions de dollars. Tout à fait. Je rappelle que ici à Sud Radio, dans l'émission, avec vous, Charles Gave, il y a 3 ans de cela, nous avons diffusé effectivement l'extraordinaire conversation, on le refera peut-être un jour encore, mais de Biden avec Petro Poroshenko. Petro Poroshenko, en disant ou vous le virez, ou vous n'avez pas votre milliard de dollars qui arrive des États-Unis. Biden, alors vice-président d'Obama. Et responsable de l'Ukraine.
Donc vous avez une situation juridique qui est complètement inédite, un président républicain sur lequel le ministre de la Justice s'acharne, et pour l'instant, Dieu sait, je crois qu'il a eu une 40aine de procès, pour l'instant on n'a rien trouvé, quoi. Ouais. Et de l'autre côté, une administration Biden qui est corrompue jusqu'à l'os, avec la famille Biden qui est corrompue jusqu'à l'os, sur lequel n'a lieu aucune enquête. Et avec le désir de mettre en prison, troisième élément, le président, le candidat principal contre Biden. C'est ça. Et alors, c'est la situation aujourd'hui, mais Charles Gave, les choses commencent à bouger. On a souvent parlé de Tucker Carlson ici. Oui. Tucker Carlson qui est parti chez Musk. Le journaliste américain vedette de Fox News, qui est maintenant sur Twitter. Où à la place de faire 20 millions de vues, il fait 100 millions de vues, ce qui est inouï. Inouï, 100 millions de vues, c'est complètement... C'est quasiment un Américain sur 3, quoi, qui écoute. Et Biden a fait un numéro aujourd'hui que j'ai trouvé tout à fait remarquable, dans lequel il expliquait qu'il y avait une tentation totalitaire chez les démocrates, et en particulier chez Biden, qui voulait instaurer un régime de parti unique. Et que ce que dit Carlson, oui, dans son dernier éditorial. C'est tout à fait étonnant, il faut l'écouter. D'ailleurs, c'est très bien... C'est très bien nommé. Moi, si j'étais Trump, je prendrais Carlson comme vice-président. Oui, il y va à la mitraillette, lui, il y va à la tronçonneuse, là. Il y va à la tronçonneuse. Donc, vous commencez à voir, parce que ce qui m'a beaucoup surpris dans tout ça, c'est, prenez par exemple, au moment de l'affaire Nixon. Nixon enregistrait tous les gens avec qui il avait des conversations. Exact. Et ils ont demandé, pendant le Watergate, les accusateurs, à avoir ces tapes. Et Nixon a refusé, et puis il a été obligé de les donner. Et tous les journalistes gueulaient pour avoir les tapes. Les tapes de Nixon, c'est un truc... aujourd'hui, il y a 17 tapes qui ont été fournis par un lanceur d'alerte de Biden. 17 enregistrements sur Biden. Avec Biden parlant au patron de Burisma, etc., et négociant tous ces trucs-là. Eh bien, il n'y a pas un journaliste qui demande à ce que ces tapes soient publiées. Si vous voulez, la Chambre des représentants le demande, dit oui. on veut voir les tapes. Oui. Mais autrefois, je ne sais pas si vous venez des années Nixon, quand il refusait de donner les tapes, tous les types poussaient des cris à la tyrannie. Et maintenant, d'un seul coup, ils se taisent. Donc moi, l'une des grandes questions, c'est pourquoi d'abord ça se passe. Il y a une tentative de coup d'État aux États-Unis qui est évidente, qui est par la partie extrême du Parti démocrate qui veut transformer les États-Unis en un parti unique. Bon, ça, on le voit bien. Mais de l'autre côté, il y a... Où sont les journalistes? Les journalistes qui étaient là, tous en train de hurler à la mort au moment de Watergate. Vous vous en souvenez? Vous avez mon âge. Et qui hurlaient à la mort quand Trump était là en disant ce salaud... Ce salaud, et qui ont dit à la population que l'histoire russe était vraie, alors que tous savaient que c'était pas vrai. Donc vous avez aujourd'hui, ceux qui doivent faire leur plus gros examen de conscience, c'est les journalistes. Mais pourquoi continuent-ils à protéger des gens qui sont... La famille Biden, si vous voulez, on a trouvé des sociétés. Oui. Ils ont touché. Sans parler des laboratoires biologiques, les biolabs. Là, sans parler du trafic d'enfants en Ukraine qui était fait. Donc vous avez toute une série de choses qui sont là, mais comment? Est-ce que c'est parce que l'actionnariat a changé aux États-Unis? Est-ce que les journaux, enfin les grands journaux, rappelez-vous, le Washington Post, enfin Woodward et Bernstein, le Watergate, ça a fait un film, ça a fait des romans, c'est devenu culte. C'est devenu culte. Et que est devenu le Washington Post, qui est devenu le New York Times? Le Washington Post, il est détenu par Amazon, enfin le patron d'Amazon. Le New York Times, c'est à peu près de la qualité du monde aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas bien élevé. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce fameux quatrième pouvoir. Ouais. Eh ben, il n'existe plus. Il n'existe plus en France, à part Sud Radio. Alors, on est quelques-uns, mais vous êtes quelques-uns, mais enfin, vous ne mettez pas dans une cabine. Vous mettez pas dans une cabine téléphonique. Vous êtes combien? Non, on est à des millions d'auditeurs et comme vous le savez, 800 000 abonnés à YouTube aujourd'hui, plus que pratiquement toutes les radios. Donc effectivement, des gens, voilà, sont sensibles. Et moi, je vais vous dire un truc, mais c'est tout à fait personnel. Vous savez que sur YouTube, je fais des émissions, etc. Je suis arrêté dans la rue tout le temps. J'ai été à Monaco pour mes affaires et là j'ai été arrêté, mais après, littéralement tous les mètres. Et je crois très profondément quelque chose, c'est que les gens ont besoin qu'on leur parle. Il y a aujourd'hui, qu'on leur parle libre et vrai. Qu'on leur parle libre et vrai. Ils s'en foutent qu'on se trompe, mais qu'on dise ce qu'on pense. Moi, ce qui me paraît évident aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui,
les radios, les politiciens, tout ça, ils vous donnent des éléments de langage qui sont faits par des spécialistes en communication. Comment parler 20 minutes pour ne rien dire? C'est absolument effrayant. Et les gens, autrefois, il y avait les professeurs qui leur parlaient à l'école. Puis il y avait, à l'université, il y avait des gens qu'on respectait, des Raymond Aron, et puis ensuite, si vous voulez, vous aviez les grands chefs d'entreprise qui pouvaient parler, et puis les politiques parlaient. De Gaulle parlait beaucoup au peuple. Pompidou parlait beaucoup au peuple. Même Giscard parlait beaucoup au peuple. Il essayait d'expliquer la politique énergétique, je me souviens, avec des beaux graphiques et tout. Aujourd'hui, on ne parle plus. On vous dit, laissez-nous faire, on comprend mieux que vous, on va vous enfermer, c'est pour votre bien. Mais moi, ce qui me sidère, c'est qu'il n'y ait pas une réponse à cette attente de la population d'une parole vraie. Personne ne leur parle. Vous n'avez pas cette impression? C'est-à-dire que c'est une impression qui est, hélas, à part, comme vous dites, quelques exceptions. Mais je vais vous dire, c'est pour ça que les gens s'éloignent de la politique. C'est pour ça que les gens s'éloignent d'un certain nombre, que ce soit de médias ou d'institutions. C'est pour ça, parce que ils ont leur libre arbitre, ils comprennent qu'on leur raconte n'importe quoi. Mais je voudrais savoir, à votre avis, Charles Gave, pour revenir juste un moment à l'Amérique, et pour clore cela, est-ce qu'à votre avis, parce qu'on est à 1 an et demi, des élections présidentielles américaines de 2024. Ça peut aller jusqu'où, ça? On reste aux États-Unis, on ne va pas parler de Russie, Ukraine, etc. Est-ce que ça peut aller jusqu'à une sécession, une division? Parce que ça commence à devenir extrêmement âpre, tout cela. D'abord, ça devient extraordinairement âpre, mais surtout, pour moi, on a le même problème partout en France. C'est que quand j'étais... En France, on a le même. En Angleterre, on a le même. Quand j'étais gamin, les gens qui gouvernaient avec une notion qui était celle du bien commun. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On pensait que les gens étaient là et qui gouvernaient pour le bien commun. Qu'il y avait un collectif. Il y avait un collectif. Et que le rôle de celui qui avait le pouvoir, c'était de prendre peut-être des décisions difficiles, mais qui étaient pour le bien commun. Or, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est qu'il n'y a plus un gars dans les classes dirigeantes aujourd'hui en France ou aux États-Unis du Parti démocrate qui croit une seconde à cette histoire du bien commun. Ils pensent qu'à s'en mettre plein les fouilles et à gouverner en additionnant des minorités qui sont... Et ça veut dire à garder le pouvoir. À garder le pouvoir à tout prix. À tout prix. Ouais. Donc le but maintenant d'un homme politique, c'est pas de faire le bien commun, c'est de rester au pouvoir. Et c'est donc la fin justifie les moyens. Et donc aujourd'hui, je prétends qu'on a des criminels au pouvoir. Carrément. Ben partout. Regardez, la famille Biden est évidemment criminelle. L'ancien chef du FBI, le double maître là, il est évidemment criminel puisqu'il a fait des choses criminelles. Et vous vous dites, mais on vit dans un monde dangereux. Comment peut-on, dans une démocratie, voir arriver une classe criminelle au pouvoir et pas réussir à s'en débarrasser? Et surtout, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc, juste non, ils ont détruit les contre-pouvoirs. Ils font tout pour les détruire. La justice, c'était en principe le contre-pouvoir. La presse, c'était en principe le contre-pouvoir. Ben, ils les ont détruits les deux. Et alors, juste, ça peut mener à quoi? Je vous ai posé la question sur que ce soit les États-Unis ou peut-être la France, à des affrontements quand même. Dans les États-Unis, ils ont une porte de sortie qui est le retour au fédéralisme. C'est-à-dire que les États, comme le Texas, la Floride, vont dire il y a un certain nombre de lois qui ne s'appliquent pas à nous. Ah oui. Prendre leur indépendance, en tout cas juridique, et leur autonomie. Ce que la Constitution leur permet. Il y a beaucoup de pouvoirs qui ont été renvoyés dans les 100 dernières années des États vers le centre. Intéressant, ça. Et ils peuvent dire, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais New York veut faire n'importe quoi, mais nous, ça ne nous intéresse pas, on ne le fait pas. Et on refuse de le faire. Et faire des référendums locaux, j'en sais rien. Donc, en tout cas, c'est un signe patent que les pouvoirs centraux et centralisés sont malades à en crever dans tous nos pays. C'est clair. On va suivre en tout cas l'état du patient. On va voir s'il est aux soins palliatifs ou au-delà de ça. Merci Charles Gave. Merci pour les exercices.